On parlait tout à l'heure de art à l'ordinateur, on pourrait parler aussi d'art et technologie, et peut-être même plus largement, et justement à ce propos, d'art et sciences avec le modèle scientifique en termes de procédés. Oui, c'est ça. Je crois que ce qui est innovant dans cette idée de recherche musicale qui émerge et dans l'idée qu'a Boulez de créer un institut dévolu à cette étude-là, c'est une vision nouvelle de la relation art et science. C'est-à-dire que c'est l'idée que, pour le formuler de manière un petit peu croisée, que la science peut être créative au sens où l'art est créatif, et que l'art peut avoir un aspect expérimental, contrôlé et formalisé, comme les sciences sont un domaine expérimental, contrôlé, formalisé. C'est un peu une vision paradoxale d'un transfert, d'une certaine manière, de qualité entre les deux domaines. Et que donc, du coup, s'il y a ce transfert de qualité, alors transfert en fait qui existe déjà dans l'histoire, simplement là, il est en quelque sorte mis en avant, s'il y a ce transfert de qualité, et à ce moment-là, les deux domaines peuvent se parler, et les acteurs, surtout, des deux domaines peuvent se parler. Donc, les artistes et les scientifiques peuvent échanger et collaborer sur la création d'objets nouveaux. Alors en préparant, j'ai regardé quelques temps forts sur YouTube de documents vidéo remontant aux années 70, 80 et je suis tombé, tu m'y as aidé sur la 4X que je ne connaissais pas. Bon évidemment on est encore sur des ordinateurs ou des machines de grande taille et où on voit Boulez face à cette machine avec des capacités assez nouvelles dont tu vas nous parler de traitement du signal en temps réel. Ce qui est à l'époque assez innovant. Oui, à cette époque-là, l'IRCAM est tout à fait en pointe et produit la première, ou une des toutes premières, machine capable de faire un traitement du signal musical en temps réel. Et elle est mise au point par l'ingénieur Peppino Di Giugno, que Boulez a fait venir et qui avait travaillé avec Berio, avec Luciano Berio. Et d'ailleurs, à cette époque, Berio fait partie de l'IRCAM et s'occupe de ces choses-là. Alors, la 4X qui suit toute une série de prototypes portant les doux noms de 4A, 4B, etc. Et un prototype abouti qui va permettre d'installer sur la scène du concert une machine qui peut réagir en temps réel, donc c'est la fameuse expression temps réel qui se comprend très très bien, en temps réel, en fonction de ce que font les musiciens. Donc une machine qui est capable d'une part d'écouter, elle a des dispositifs de captation, et de produire des sons, de produire de la synthèse, suffisamment vite pour être dans le jeu avec les musiciens. Alors à ce moment-là, il y a plusieurs programmes qui s'initient. Oui. Ça, c'est des programmes que je ne connais pas bien, comme Form, par exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, d'une certaine manière, tous les programmes qui s'initient à ce moment-là à l'IRCAM reproduisent au fond le spectre des capacités cognitives d'un musicien, que ce soit un musicien compositeur, un musicien interprète. C'est-à-dire, la 4X, c'est le temps réel, donc c'est le jeu de l'instrumentiste, ce qu'on appelle la performance. Parce que dans le jeu de l'instrumentiste, il y a une réactivité absolue, et l'instrumentiste, bon, s'il déchiffre, décode en temps réel la partition, ou s'il la joue de mémoire, il décode en temps réel son cerveau, d'une certaine manière, sa mémoire, sa propre mémoire, pour jouer les choses, et s'il improvise, ou s'il joue une forme ouverte dans laquelle il y a des possibilités d'expression, il réagit immédiatement par rapport au contexte sonore des autres musiciens. Donc là, c'est ce que la machine va simuler. Ensuite, ce n'est pas la seule fonction du musicien. Il y a la fonction qui est liée à la composition, à la pensée musicale, et celle-ci ne se déploie pas dans le même temps. Elle ne se déploie pas dans le temps réel de la scène, mais elle se déploie dans le temps long de l'étude, du studio, de la table. Et d'autres systèmes informatiques donc, vont aussi simuler certaines fonctions de ce travail, non pas du tout pour se substituer au compositeur, ce qui serait un projet assez fou, en tout cas inatteignable, mais pour aider le compositeur, pour prendre en charge certaines tâches que le compositeur effectue lui-même, mais dont il aimerait bien en fait se libérer pour se concentrer sur des choses peut-être plus importantes pour lui. Alors Form, c'est un des premiers programmes d'envergure qui permet de faire de la synthèse des sons, mais aussi de la contrôler et de l'écrire, de la planifier de manière très structurée avec la définition de processus qui vont produire de la synthèse et qui vont communiquer entre eux et qui vont construire des structures formelles, des structures organisées, voilà, de sons de synthèse. Donc Form, c'est à la fois l'organisation, donc l'écriture et la composition, mais plutôt orienté vers la synthèse, qui est aussi un des grands domaines dans lequel l'IRCAM a innové. Et puis à cette époque se met aussi en place, et là donc j'étais moi-même un jeune acteur, puisque moi je suis arrivé à l'IRCAM comme étudiant
dans les années 84-85, et puis très vite, avec un compositeur qui s'appelle Claudie Malherbe, on a mis en place ce qui allait devenir les premiers systèmes de CAO, c'est-à-dire de composition assistée par ordinateur. Et le premier système s'appelle CRIM, parce que c'était le nom de notre petit groupe que nous formions, qui était la cellule de recherche instrument, modèle, écriture. Et donc on a donné le même nom au programme informatique, qui est aussi donc le tout premier à permettre aux compositeurs, à travers des expressions formelles, un peu comme Xenakis le faisait, des expressions mathématiques, des expressions algébriques ou des constructions formelles construites à l'aide d'un certain langage informatique. Le système permettait de générer des partitions dans le code habituel de la musique, c'est-à-dire des notes sur des portées, de telle sorte que le compositeur pouvait s'en emparer, les examiner, en retenir des parties, en rejeter d'autres, ou revenir vers le processus pour changer des paramètres, changer des formules et reconstruire de nouveaux éléments musicaux. Donc forme côté synthèse et crime côté écriture au sens habituel de l'écriture de partitions instrumentales. C'est une époque où se créent beaucoup d'applications. D'ailleurs, quand on rentre à l'IRCAM, on voit clairement deux choses. Ici, on publie beaucoup puisqu'il y a beaucoup de chercheurs. Oui. Et ici, on crée des applications qui peuvent d'ailleurs, que l'IRCAM continue à développer. Je pense notamment dans le milieu des années 80, il y a l'arrivée de Mosaic qui deviendra Modalis, qui existe encore. Et puis, il y a une application qui m'intéresse tout particulièrement, qui a été créée ici, on ne le sait pas toujours d'ailleurs, et qui est devenue extrêmement utilisée dans le monde de l'art, on va dire numérique, le temps réel, les interfaces, l'interaction à l'international, qui s'appelle MaxMSP, aujourd'hui qui est immensément connu, et qui a été créé ici par un chercheur qui s'appelle Miller-Pouquet. Oui, et Miller-Pouquet qui collaborait avec Philippe Manoury à ce moment-là, donc fin des années 80. Et il met au point avec Philippe un logiciel qui à l'époque s'appelle Patcher, parce que c'est un logiciel visuel dans lequel on patch, c'est-à-dire on connecte des modules ensemble, qui reprend en fait le modèle, d'une certaine manière, du studio analogique dans lequel on avait des synthétiseurs modulaires. On a parlé des synthétiseurs modulaires tout à l'heure, mais c'était un peu ça, parce qu'on patchait, on connectait des modules avec des câbles. Là, on le fait sur l'écran. Et en fait, ça devient une sorte de langage de programmation qui permet de programmer des expériences musicales pour l'interaction. Donc c'est plutôt orienté temps réel, c'est plutôt destiné à agir sur scène, en interaction avec les musiciens. Problème en fait qui se pose à l'IRCAM depuis le début des années 80 et qui se pose de manière forte d'ailleurs pour Boulez lui-même, puisque à partir des années, après le premier IRCAM des années 70, Boulez se dit que, alors c'est ce qu'on m'a raconté, moi je n'étais pas encore arrivé, mais c'est ce que m'a raconté Gerald Bennett, qui faisait partie des historiques du premier IRCAM, et avec qui j'ai discuté récemment, et qui me disait, à ce moment-là, Boulez en fait se dit qu'il faut que l'IRCAM produise un chef-d'œuvre. Pour toutes sortes de raisons, parce que l'IRCAM est donc un institut qui reçoit beaucoup d'argent public et qui est basé sur des concepts totalement innovants, totalement nouveaux, et qui est très mystérieux pour les gens, très mystérieux pour le public. Et Boulez se dit probablement ça ne peut pas durer indéfiniment, il faut qu'à un moment l'IRCAM sorte dans le monde et produise quelque chose qui soit suffisamment marquant pour le public, pour que les gens soient persuadés de son utilité. Et donc il se dit, mais là, ça doit passer en fait par une œuvre qui va être emblématique. Et c'est ainsi qu'il va mettre en chantier la pièce qui s'appelle Répond. Et donc une pièce dans laquelle il y a un dispositif instrumental qui interagit avec la fameuse 4X dont on parlait tout à l'heure, avec une interaction temps réel, et la possibilité pour la 4X de déployer des textures sonores directement sur scène en fonction des musiciens, en fonction des jeux du musicien. Donc je reprends cette question de l'interaction pour arriver à Max et expliquer pourquoi finalement on arrive à un programme comme Max. Et entre cette première expérience et Max, se place une autre réalisation technique importante, une autre problématique importante, identifiée aussi par Boulez, qui est le suivi de partition. C'est-à-dire la capacité pour un ordinateur de comprendre, quand il joue sur scène, que les musiciens suivent une partition parce qu'il y a un compositeur qui a écrit une partition, même si cette partition est très libre, mais il y a quand même un cadre, un référentiel. Donc la possibilité pour l'ordinateur de connaître ce référentiel, on peut lui rentrer la partition, on peut la coder, et de s'y référer pour être dans le même temps que les musiciens et être synchrone avec les musiciens et déclencher les choses qu'il a à déclencher au moment convenu, au moment propice, par rapport à ce que font les musiciens. Alors, ça a l'air simple dit comme ça, mais en fait, c'est pas simple, parce que les musiciens, quand ils jouent une partition, vous le savez bien, ils la jouent avec des variations expressives. Ils peuvent tout à fait ralentir, accélérer. S'il y a un chef, le chef imprime son tempo. S'il n'y a pas de chef, les musiciens par eux-mêmes vont mettre du legato
et des variations expressives de ce type-là. Et donc ça veut dire qu'en réalité, c'est très 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 compliqué pour un ordinateur de savoir où il en est. Parce que si un musicien, par exemple, attend plus longtemps que le tempo ne le requerrait pour jouer une note, l'ordinateur ne sait pas si le musicien est perdu, a oublié la note, est passé à autre chose, ou si simplement il est en train d'attendre et qu'il faut attendre avec lui. Donc il y a toutes sortes de décisions qui finalement relèvent quelque part de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de la simulation des hautes fonctions de l'esprit, parce que pour nous, surtout si on est musicien, on sait faire ça. On comprend par l'oreille et quelquefois par l'œil, effectivement, on arrive et on se situe en tant que musicien. Donc c'est le suivi de partitions, score following en anglais, et vers le milieu des années 80, une personne venue du MIT, Barry Vercoe, met au point un système qui s'appelle le Synthetic Performer, qui est le premier système opérationnel de suivi de partitions, qui sera utilisé d'ailleurs avec la flûte 4X, donc est une flûte avec des dispositifs électroniques qui lui permettent de communiquer directement avec l'ordinateur, qui sera utilisé par Philippe Manoury dans sa pièce Jupiter. Donc tout ça intéresse énormément Boulez parce qu'il est conscient qu'en fait, on pourra avancer que si l'ordinateur est conscient de la relation à l'écriture et donc de la partition. À partir de là, se développent toutes sortes de programmes sophistiqués pour la 4X qui permettent d'approcher cette question-là. Et c'est là où Miller-Puckett, avec Philippe Manoury, met au point son programme, qui au départ, en fait, est censé être un programme de contrôle de la 4X. Donc un programme visuel qui permet d'exprimer tous les circuits et les algorithmes d'interaction temps réel, de manière à envoyer des données et des informations à la 4X, qui, elle, va effectivement réaliser les choses. C'est pour ça que ça s'appelle Patcher, et ça va évaluer vers Max, c'est-à-dire un programme totalement autonome, qui, dans un premier temps, ne traitera que du MIDI, donc des informations symboliques issues de claviers électroniques, et puis par la suite, ça s'appellera Max MSP, et ça ne sera plus à l'IRCAM parce que le logiciel sera repris par une société américaine, Cycling. Ça va inclure le signal acoustique, c'est-à-dire qu'on pourra directement capter le son des musiciens et en extraire les paramètres pertinents et interagir avec ces sons. Donc ça, c'est une étape décisive pour la partie traitement temps réel, interaction, performance. Alors c'est justement quand, il me semble, le Max MSP est repris, je crois que c'est par Cycling 74, qui va peut-être aussi participer à le faire connaître, parce que c'est la Silicon Valley, c'est un petit peu un endroit où on doit passer. Et c'est ce qui fait que Miller-Puckett, assez attaché, on va dire, au participatif, crée en open source Pure Data. Oui. Et aujourd'hui, on va dire qu'il y a deux grandes tendances dans ces outils modulaires. C'est Max MSP qui reste attaché à une entreprise et Pure Data qui, lui, est considéré comme, est open source. Totalement, et qui fait des choses tout à fait similaires, simplement qu'il y a une interface évidemment un peu moins flashy, un peu moins sophistiquée. Et donc, chaque logiciel a son public, et un public important. Il faut préciser que maintenant, on est en train de parler de milliers ou de dizaines de milliers d'utilisateurs, ce qui est considérable pour un logiciel finalement très pointu qui permet d'implémenter des systèmes professionnels pour la scène. Et c'est intéressant d'ailleurs de remarquer que ce sont des applications qui sont nées vraiment dans la musique et dans le son, mais qui en sont aussi sorties pour être utilisées au plus près de l'image, de la 3D temps réel, du traitement vidéo, et par des artistes qui ne sont pas nécessairement des artistes sonores.